Seconde partie de notre semaine dans le monde, toute l'actualité de la semaine décryptée par nos éditorialistes et je vous les représente très rapidement. Alice Tout-le-Monde, directrice éditoriale de Cartooning for Peace, Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine, François Clémenceau, rédacteur en chef au Journal du Dimanche et Alain Frachon, éditorialiste au quotidien français Le Monde. Ce sondage IFOP pour le Nouvel Observateur, le Front National serait donc en tête des intentions de vote pour les élections européennes avec 24% des intentions de vote. L'UMP recueille, elle, 22% et 19% pour le Parti Socialiste. Je vous propose d'écouter la chef du Front National, Marine Le Pen. Avez-vous l'ambition un jour d'être présidente de la République? Je me bats pour ça, je construis le combat politique avec cet objectif. Je le dois aux Français, car ils me font confiance, non pas pour avoir des maires ou des conseillers généraux, ils me font confiance pour changer la situation. Ziad Limam, ça paraissait totalement impossible d'imaginer en effet Marine Le Pen encore il y a peut-être quelques mois à la tête, gagnant une présidentielle. Aujourd'hui, on se dit que tout est possible. Oui, mais on a un petit peu la mémoire courte. On a oublié qu'il y a eu un candidat Front National au deuxième tour d'une élection présidentielle en France quand même. Donc c'est à la fois très surprenant maintenant dans notre contexte immédiat et quotidien. C'est pas très surprenant si on regarde le Front National sur une période plus longue de 15 ou 20 ans avec ses hauts et ses bas. C'est très symptomatique d'une situation de désarroi, je pense, de l'opinion et des votants. C'est aussi un peu... C'est quand même un drôle de pays. On vire les majorités du jour au lendemain, on flingue les présidents en exercice au bout de 7-8 mois, on les passe de 50 à 12%. Il y a un désarroi dans l'opinion publique et dans le corps électoral qui s'exprime de manière... Oui, mais là, vous avez l'air de mettre la responsabilité sur le dos de l'opinion publique. Est-ce qu'il n'y a pas plutôt une responsabilité, justement, des politiques de droite et de gauche? Parce que vous m'avez laissé un petit peu couper la parole, mais il y a une classe politique aussi qui n'arrive pas à régler les problèmes de la France qui sont très compliqués. Et il y a un discours démagogique qu'on n'ose pas, excusez-moi, attaquer de front. Moi, quand j'entends des choses qui sont dites par le Front National et que j'entends des gens qui les reprennent sous prétexte de réalisme politique, ça me gêne énormément qu'on ne puisse pas attaquer ces choses-là de front. Ça me gêne énormément que le programme économique du Front passe à 23h59 sur les télévisions, alors que c'est de la bouillie pour chat inapplicable et que si on faisait ce programme, on emmènerait droit la France à la faillite. Donc c'est des choses qu'on ne dit pas pour des raisons que je ne comprends pas. C'est une espèce de prudence qu'il ne faut pas heurter les 12, 15, 18, 20, 24% de Français. Mais je comprends le désarroi, je comprends que les partis traditionnels ne répondent pas à la demande d'une partie de l'opinion, mais on ne peut pas non plus faire croire que c'est une réponse normale. Il faut que les partis des autres partis, ce n'est pas une réponse normale. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a plus d'UMP. Ça explique peut-être en partie aussi le fait qu'il y a des gens de l'UMP qui vont vers le Front National. Il y a un parti socialiste qui est très faible, mais il est au pouvoir, donc forcément il est très faible. Mais l'UMP... Il est extrêmement faible là. Oui, mais bon, il faut attendre les élections aussi. Les sondages, on ne sait pas trop, mais disons qu'il est faible parce qu'il est au pouvoir. Mais l'UMP, qui est censé incarner l'opposition, qui est censé récupérer ses voix, qui a créé une droite populaire, qui ont créé 36 000 trucs pour récupérer cet électorat, ils ont qu'une seule réponse, c'est de s'engueuler entre eux sur les plateaux de télé et se concurrencer entre eux. Donc il n'y a pas de réponse de la droite classique traditionnelle française. On pourrait dire aussi que la France fait partie des pays d'Europe où il y a une bonne tradition, il faut le dire aussi, sans se cacher, qu'il y a une bonne tradition d'extrême droite qui remonte à loin, il suffit de se rappeler, excusez-moi, la France de Vichy, il suffit de se rappeler des milices, il suffit de se rappeler des milices de 1930 contre le Front populaire. Donc tout ça, ça existe. Mais il faut le dire, il faut le rentrer dedans frontalement. Il faut dire que ce programme ne mène à rien. Il faut une réponse politique des partis traditionnels. Alain Frachon, c'est la faute de qui? C'est la faute de la droite, de la gauche, uniquement de la droite, qui justement a peut-être dédiabolisé les théories du Front National. Voilà, mais parce que c'est ce que vous vouliez dire, Ziad, tout à l'heure. Est-ce que c'est la faute de Nicolas Sarkozy ou est-ce qu'il y a aussi une responsabilité aussi des partis de gauche? Écoutez, à l'exception de l'Allemagne, prenons l'Europe de l'Ouest. À l'exception d'Allemagne, dans tous les pays d'Europe de l'Ouest, les partis protestataires montent. Ce qu'on appelle les partis populistes. Ce n'est pas un bon terme d'ailleurs, à mon avis, les partis populistes, parce que nous, on connote ça négativement dans tout ce monde. Le Front National, c'est l'archétype du parti protestataire. Il n'a strictement aucune solution sur aucun des problèmes de ce pays. Marine Le Pen, j'entends que Marine Le Pen ne veut plus qu'on l'appelle parti d'extrême droite. Mais son programme économique et social, pour ne prendre que celui-là, sur lequel on ne l'attaque pas, jamais assez, il a raison, Ziad, ça passe à minuit. Mais son programme est un programme extrémiste qui nous flanquerait 8 millions de chômeurs en 6 mois.
On ne peut plus tomber dans du protection. Son programme, c'est du salazarisme, si vous voulez. Ça nous ramènerait à ce genre de régime politique. Ça n'a aucun sens. La sortie de l'euro serait une absurdité. Ça serait l'émeute aux pompes à essence. L'essence prendrait 20% tout de suite. On n'attaque pas le Front National sur les points qui font valoir à quel point, qui manifestent à quel point c'est un parti extrémiste. Alors c'est une époque idéale pour les partis protestataires, parce qu'aucun des problèmes auxquels sont confrontés les pays d'Europe de l'Est n'ont de solution simple, ni même à court terme. Donc c'est pour ça que tous les gouvernements, que les majorités changent, etc. En attendant, les partis protestataires protestent. Admettons qu'ils rentrent au Parlement européen. Et ils ne seront pas les seuls, parce que de tous les pays d'Europe, on va avoir une représentation très forte de ces partis protestataires. On va les voir confrontés aux vrais problèmes de l'Union européenne. On va voir comment ils réagissent lors du vote chaque année d'un budget extrêmement complexe qui est celui de l'Union européenne, où il faut ratifier une palanquée d'accords de libre-échange que nous avons passés avec l'Afrique, etc., avec les questions d'immigration qui sont ajoutées. On va voir les miracles des partis protestataires. Ils vont être nuls. Ce sont des partis extrémistes qui fuient la complexité des hommes et des situations. François Clémenceau, ce qu'on peut dire quand même, c'est que le vote FN aujourd'hui n'est plus tabou du tout. C'est exact, il l'est de moins en moins en tout cas. Et il l'est d'autant de moins en moins que l'UMP... C'est dur là. Non mais l'UMP et certains de ses dirigeants, certains, pas tous, et certains de ses dirigeants, lorsqu'ils cherchent à copier ou à imiter le Front National, n'arriveront jamais à égaler le discours, les attitudes ou le souvenir de Jean-Marie Le Pen. Et donc, les électeurs, lorsqu'ils ont à se prononcer dans les enquêtes d'opinion ou dans les urnes, ils préfèrent l'original à la contrefaçon. Et donc, forcément, le Front National, il monte. Mais j'ajoute quand même une chose. Il monte d'autant plus que les scrutins auxquels ils sont confrontés sont des scrutins où on peut facilement se laisser déborder. Alors pour les européennes, oui. Mais attendez, 24%, on est loin du compte. Si vous additionnez les voix de Dupont-Aignan, les voix de l'extrême gauche de Mélenchon et du Parti communiste, les voix cachées de ceux qui, au fond, dans l'UMP et certains au Parti socialiste, sont très frileux sur le plan européen, de la construction européenne, vous arrivez à une majorité de Français. D'accord ? Et c'est ça ce qui compte pour les élections européennes. C'est qui va-t-on envoyer au Parlement ? Une majorité d'Européens ou une majorité d'anti-Européens ? Et moi, je fais le pari, Alain Frachon, qu'on aura au Parlement européen, tout pays confondu, une majorité eurosceptique, anti-euro, anti-européenne, anti-fédéraliste. Bref, une majorité de gens qui, effectivement, se servent de ce scrutin-là comme d'un défouloir et d'un exutoire. Une dernière chose sur ce que disait Ziad. Il a parfaitement raison. Il y a en France, attendez, ce n'est pas 24% de gens qui sont d'extrême droite. Il y a en France probablement 40 à 45% de gens qui sont ultra conservateurs, dossier par dossier. Pas sur tous, mais sur les mœurs, sur l'immigration, sur la sécurité, sur l'Europe, sur le rôle de l'Église. Sur tout un tas de sujets, il y a des gens qui sont violemment conservateurs parce qu'ils ont soit une tradition anti-gaulliste, soit une tradition Algérie française, soit une tradition nationaliste contre l'Europe, etc. Et si vous additionnez tous ces petits puzzles-là, vous arrivez effectivement à une France, mais on l'a toujours su qu'elle était conservatrice. Le problème, c'est de savoir si elle l'est normalement ou extrême. Eh bien là, effectivement, vous avez cette réponse. Oui, il y a en France un courant extrêmement conservateur qui n'est prêt qu'à se réveiller en fonction des crises ou en fonction des sujets. Juste une petite remarque, c'est d'où la responsabilité du Parti socialiste. Et c'est très très dommageable que le discours socialiste soit constamment brouillé par la question du front, la question de l'identité, la question de l'immigration, etc. Parce que c'est eux qui peuvent apporter une réponse relativement cohérente. Et moi, ça me choque qu'un ministre de l'Intérieur français, qui lui-même est le produit de l'intégration, qui lui-même est quelqu'un qui n'est, je ne sais pas s'il est né en France ou qu'il est né hors de France, mais qui a une culture externe différente, qu'il incarne cette espèce d'ambiguïté socialiste sur l'identité, il faut serrer la vis, il faut mettre les Roms dehors, etc. Les socialistes ont un rôle en ce moment à jouer, pas que de couper, d'augmenter les impôts et de couper les budgets. Ils ont quelque chose à dire sur l'identité, sur la nation, sur la République, et ils n'osent pas y aller eux aussi, franchement, parce que peut-être... Mais ils n'osent pas y aller parce que l'opinion française ne va peut-être pas dans ce sens-là. Eh bien, ils se feront latter aux prochaines élections. Oui. De toute façon, ils vont se faire latter.
Ça, c'est clair, puisque maintenant tout le monde se fait latter au bout de 5 ans. Donc de toute façon, ils vont se faire latter, mais au moins, ils auront un discours cohérent, ils auront tenu leur engagement idéologique, ce qu'ils nous ont raconté pendant les élections et avant les élections. Donc ils n'ont qu'à tenir ce discours. Et que les gens qui sont le produit d'une intégration eux-mêmes, il faut qu'ils défendent cette République qui est une République intégratrice, contrairement à ce qu'on dit, puisqu'on a des ministres, on a des secrétaires d'État, on a des journalistes, on a des gens comme moi, etc. On n'est pas issus de l'émigration banlieue, du péril arabo-blacko, chinois, etc. Donc tout ça, ça doit se dire. Mais on n'ose pas. Donc voilà, il faut le dire. Alain Frachon, je crois que je sais pas. Est-ce que vous me dites qu'il y a un petit souci peut-être d'iPad. Je ne sais pas si on peut les voir. Je sais pas. Non, on peut toujours pas les voir, Alice. Bon, alors dès qu'on peut voir les dessins d'Alice, on les regarde. Je peux juste oui, allez-y, parce que allez-y. La semaine dernière, je ne sais pas si les téléspectateurs ont suivi l'émission de la semaine dernière, j'ai montré la page Je te fais un dessin sur la montée des mouvements d'extrême droite dans toute l'Europe. Et je suis tout à fait d'accord avec moi sur le populisme comme ça qui prend de la place, mais pas seulement qu'en France. On l'a vu en Norvège, on l'a vu en Autriche, on le voit en Hongrie. C'est un mouvement général en Europe. Alain Frachon, j'aurais quand même aussi une question quand même. Est-ce que vous pensez qu'un jour les digues vont rompre entre le Front National et l'UMP? Parce que là aussi, il y a un sondage aujourd'hui. Près d'un Français sur 3 est favorable, quand même un Français sur 3, à un accord FN-UMP au niveau national et 35% au niveau local. Et 1 sur 2 au sein de l'UMP. Et 1 sur 2 au sein de l'UMP. Ça dépend qui mange. Est-ce que vous pensez que les digues vont... En tout cas, il y a des gens à l'UMP qui y pensent. Il n'y a qu'à voir ce qu'a déclaré l'ancien Premier ministre François Fillon. Il a dit qu'il réfléchirait au deuxième tour s'il doit choisir entre un socialiste et un Front National. Son choix n'est pas évident. Donc on voit bien qu'une partie de l'UMP, d'une certaine manière, appelle à ça. J'aurais un différend avec François. Moi, j'appelle pas ça un parti conservateur. C'est un parti de rupture radicale, le Front National. Et c'est pour ça que Mme Le Pen, ça l'embête qu'on l'appelle d'extrême droite. Mais si on regarde les composantes de son programme, c'est un parti de rupture radicale. Oui, mais les valeurs sont conservatrices, au sens où... Mais même le Parlement, rapidement, le Parlement, on va voir ce que les Allemands vont envoyer une grosse délégation euro-optimiste, les pays du Sud, qu'on a largement passé par perte et profit, vont envoyer, je pense... À part la Grèce, je ne sais pas, je reste optimiste encore. Allez, c'est dans ce contexte où les partis traditionnels sont mis en cause, on l'a dit aussi dans cette montée du Front National pour Ziad, c'est une responsabilité énorme de l'UMP, qu'une députée d'Europe Écologie Les Verts a été insultée à l'Assemblée nationale. Un élu UMP, Philippe Loret, a imité le bruit de la poule alors que cette députée s'adressait aux parlementaires. On parle du Poolgate aujourd'hui. Il est nécessaire de voir au-delà de ce critère l'espérance de vie en bonne santé notamment. Oh, ça suffit là. Mais qui c'est qui s'est fait ça? Enfin, franchement, arrêtez quoi. Je suis pas une poule, hein. C'est bon. Il est murgé. François Clémenceau, c'est choquant. Il n'y a pas de mots. Enfin, c'est honteux. C'est honteux. Et moi, ça me colle la honte de savoir que c'est pas mon député, mais ce serait le mien, ce serait la même chose. Je veux dire, c'est pas normal qu'aujourd'hui, en 2013, au cours d'une discussion à l'Assemblée nationale, nos élus, et on va tous les mettre, nos élus s'adonnent à ce genre d'ambiance de cours de récréation. C'est le mot qui a été utilisé, mais c'est même au-delà, quoi. C'est-à-dire que moi, j'aimerais savoir quelle est la réaction, par exemple, de l'épouse de ce député ou même de sa suppléante. Qu'est-ce qu'elles en pensent de ce type quand il revient à la maison le soir? C'est quoi? Je veux dire, moi, ce qui m'effraie systématiquement, mais ça vaut aussi pour les affaires, pour les affaires politico-financières. Les Français, et ça rejoint le thème de l'extrême droite, les Français votent, quand ils votent, pour élire des gens qui sont censés les représenter au plus haut niveau. Pas seulement pour diriger le pays et le gérer du mieux possible, mais aussi pour voter des lois, pour les représenter à l'étranger, pour illustrer ce qu'on est en tant que Français. C'est ça, la France? C'est ça. Oui. Alors si c'est ça, très bien. Mais à ce moment-là, il faudrait aussi que les gens se réveillent et se disent, ok, un tel dehors. Je trouve qu'on est quand même d'une terrible indulgence. Soit on dit, vous savez, c'est très français, c'est l'esprit gaulois, mais ça va, quoi. On peut plus se permettre ce genre de choses. Non seulement c'est terrible pour la représentation nationale, c'est terrible pour la représentation de la France ailleurs, et c'est terrible aussi, je veux dire, dans le débat qu'on a aujourd'hui sur la parité et sur les relations hommes-femmes, tout simplement. Vous avez bien parlé, François Clémenceau. C'est bon, il reviendrait. Il reviendra. Il était formidable. Ziad? Non, moi je suis tout à fait d'accord.
bon, je pense que ce monsieur avait l'air en plus particulièrement fatigué par un déjeuner ou un dîner, je ne sais pas à quelle heure ça s'est passé, ce qui ne pardonne rien d'ailleurs. Mais je crois aussi que, là aussi un bémol peut-être, c'est que le Parlement français, il est à l'image, non pas des Gaulois, mais il est à l'image de la France. C'est-à-dire c'est des gens qui n'ont rien de particulièrement exceptionnel par rapport à ce que nous sommes. Donc, qui s'insultent, parce que là, c'est un type qui fait preuve d'une goujaterie sans nom, mais par ailleurs, il s'insulte. Ils se traitent de tous les noms entre eux. Enfin, je dirais, des mecs qui viennent pratiquement aux mains. Il y a un nombre de parlements où tout ça finit à coups de poing, particulièrement dans les parlements asiatiques. Il y a des images toujours très spectaculaires en Corée où d'un seul coup, c'est une espèce de film de kung-fu. Donc ces gens ne sont pas des Superman, des super-héros à la probité absolue, à la morale et à caractère trempé. Ils sont des hommes parmi les hommes et des femmes parmi des femmes. Et ça donne ce genre de dérapage qu'il faut contrôler comme tous les autres, les sanctionner. Je ne sais pas si vous reviendrez la semaine prochaine. Non, mais je savais que c'est ringard de dire que ces gens doivent montrer l'exemple quelque part. Oui, mais je vais faire beaucoup mieux. Ah, merci. Je vais faire beaucoup mieux pour être sûr de revenir. Voilà. Non, moi, je suis déjà viré, donc c'est bon. Je laisse tomber le taliban là de l'Assemblée nationale. Je voudrais pas qu'on termine l'émission sans citer deux noms. Puisqu'il s'agit de se battre sur l'égalité professionnelle et politique des femmes et des hommes. Le premier, c'est Janet Yellen, nommée par le président Obama présidente de la Banque centrale, la plus grande banque centrale du monde, la Banque centrale américaine. Et le deuxième, on en parlait tout à l'heure, c'est Malala Yousafzai. Elle a eu le prix Sakharov hier. C'est cette jeune Pakistanaise qui a pris plusieurs balles dans le corps parce qu'elle osait se battre pour l'ouverture des écoles des filles. Allez Alice, un dernier mot pour vous. Je vais répondre. Parce que finalement, vous êtes une femme. Oui, voilà. Et je rebondis sur ce que vient de dire Alain, parce qu'effectivement, Malala, moi, je suis très admirative. Il faut parler de ces femmes. Et j'ai ce dessin qui a été en plus réalisé par une dessinatrice égyptienne qui s'appelle Doha Elad et qui montre Malala qui tient son livre comme ça, désespérément, avec des centaines de talibans « Put your gun down » qui veulent la tuer. Et je suis extrêmement admirative et absolument pas admirative de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale en France. J'ai plein de dessins que je pourrais vous raconter. Vous pouvez montrer sur votre site internet. Pour les téléspectateurs qui n'auront pas pu accéder au dessins. Bon, on fera mieux la semaine prochaine. J'aurais quand même un mot de nos confrères qui ont été enlevés en Syrie. Ils sont désormais 4 journalistes. Tous ont été enlevés au mois de juin. Alors, après Didier François et Édouard Elias, Jean-Marc Ayrault a annoncé cette semaine le rap de notre confrère Nicolas Hénin et du photographe Pierre Torres. Peut-être un mot autour de cette table, François Clémenceau. Là, on a gardé quand même le secret pour Nicolas Hénin. À la demande des familles. À la demande des familles, Pierre mais Torres. Aussi, je pense, parce que, et ça vaut aussi pour Didier François et Édouard Elias, c'est toujours terrible de dire le mot otage. Ils ont été enlevés, c'est une certitude. Et après, vous avez un nombre incroyable de journalistes, mais pas seulement de journalistes d'occidentaux, mais également de très, très, très nombreux Syriens. Et on dit que ce sont des personnes retenues. C'est-à-dire qu'il n'y a pas systématiquement une revendication, il n'y a pas forcément une demande de rançon, il n'y a pas forcément un geste des ravisseurs pour dire voilà ce qu'on souhaite en échange. Dans la guerre, ils ont été pris, ils sont probablement échangés, refilés, et il y a des gens qui les retiennent. Est-ce que ça fait d'eux des otages avec un grand O, où la France, l'État français serait à même de pouvoir négocier? Je ne sais pas. Mais ce qui est terrible, c'est qu'effectivement, la famille de Nicolas Hénin a dû attendre plusieurs semaines avant de pouvoir se dire bah ça y est, maintenant, oui, ils sont otages et on va pouvoir se battre avec les autres, au moins pour espérer. Alain Frachon, d'un mot, on sait que la Syrie est évidemment aujourd'hui un théâtre de guerre extrêmement dangereux pour les journalistes. Vous avez été directeur de rédaction. Est-ce qu'il faut continuer à envoyer les journalistes en Syrie? Voilà, ça c'est une question difficile. Écoutez, moi, je n'ai pas de principes généraux en la matière. C'est du cas par cas. Il y a des zones où je n'enverrai personne en Syrie. Il y a peut-être d'autres zones dans lesquelles on pourrait penser. Mais pour ce qui est de toute cette région, Alep, etc., je pense qu'on a atteint un seuil de danger invraisemblable. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette semaine dans le monde. Vous restez là. Je rejoins Karim Yayaoui et on va parler des réseaux sociaux, de ce qui s'y est dit aujourd'hui. Et évidemment, on revient donc sur le prix Nobel de la paix qui a été attribué à l'OIAC. Alors, très commenté et certains sont plutôt sceptiques par rapport à ce choix.
notamment le blogueur et journaliste Guy Berenbaum sur le site du Huffington Post. Il n'y va pas de main morte, il explique qu'il y a longtemps qu'on sait que le Nobel de la paix est une vaste plaisanterie. Comme argument, il évoque Barack Obama qui l'a eu avant même de commencer à exercer le pouvoir. Et puis l'an dernier, l'Union européenne. En tout cas, il estime que Malala aurait été un signal très fort, un message très fort à la communauté internationale. Alors, Malala est un petit peu partout. Ses portraits, on les retrouve évidemment sur le site du Huffington Post. Sur le site du Nouvel Observateur, une autre tribune d'un enseignant qui nous explique que je l'aurais donné à Malala. Alors, on a vraiment l'impression que c'était pourtant écrit, qu'elle allait la voir. Mais il y en a d'autres qui soulignent, notamment sur Twitter, comme cette tweetos Carmen, qui dit finalement « J'espère qu'elle n'aura jamais le prix Nobel de la paix parce qu'elle ne mérite pas de recevoir une distinction qui de toute façon est décrédibilisée. » Et puis, autre réaction, celle des talibans, pour qui c'était évidemment une bonne nouvelle qu'elle ne l'est pas. Certains ironisent parce que c'était une bonne nouvelle pour François Hollande, en quelque sorte. Le site Metro News titre ainsi, avec une pointe d'ironie, « Le Nobel de la paix réjouit Hollande et les talibans », mais évidemment pas pour les mêmes raisons. François Hollande est satisfait que cette organisation pour l'interdiction des armes chimiques ait eu ce Nobel, parce qu'il considère que c'est une concrétisation des efforts de la France. Alors, évidemment, tout le monde n'est pas forcément d'accord sur ce choix. Vous l'avez bien compris. Et d'autres soulignent que Malala donc, était la candidate des médias. Alors ça, c'est un article assez critique de Pierre Aski sur le site de Rue 89. Pourquoi le Nobel a préféré l'obscur OIAC à la médiatique Malala? Alors pour lui, c'est le contraire. C'est ce message-là qui est fort dans cette période où la communauté internationale est décriée pour son manque de cohésion, où son action semble rarement porter ses fruits. Finalement, c'est un signal particulièrement fort. Et il critique en quelque sorte la surmédiatisation de Malala qui évidemment a échappé à la jeune fille. Dans cet article, il renvoie vers un autre article de la presse canadienne où on nous explique que la communication de Malala est gérée par une immense entreprise de communication qui s'occupe notamment de la communication de Starbucks ou de Microsoft, une boîte qui s'appelle Edelman. Il parle de cette surmédiatisation en évoquant aussi... Elle sort un livre d'ailleurs, il faut Exactement. le dire, hein, et ben voilà, justement. Ouais, ça, ouais. Où est le problème Alors, en tout cas, elle sort un livre et elle était du côté du Daily Show de Jon Stewart, une émission très regardée aux États-Unis. Et évidemment... Vous voulez réagir ? Non, mais c'est très bien. À partir du moment où quelqu'un se bat et qu'il a envie de faire connaître son combat, il va écrire quelque chose, il va chercher un circuit, effectivement, pour pouvoir faire valoir les causes de son combat. Et donc, oui, il va faire appel à un attaché de presse. Bon, cet attaché de presse est une société, en l'occurrence, qui fait de l'argent sur elle, mais ce n'est pas ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est ce qu'elle a à défendre et en quoi elle arrive à faire passer ce message auprès de l'opinion publique. Et il me semble qu'effectivement, énormément de gens sont séduits et intéressés par ce message sur la scolarisation des filles au Pakistan et en Afghanistan. Alors c'est vrai que c'était un point de vue assez minoritaire et que sur la toile, on avait énormément de messages de déception de ceux qui voyaient déjà Malala, prix Nobel de la paix. On peut revenir en France aussi pour vite évoquer la guerre des deux longs. Alors ça, c'est une affaire qui passionne les médias français. Tout à l'heure. Ouais. Alain Delon a déclaré sa flamme au Front National. C'était dans un média suisse. Et évidemment, ça a suscité beaucoup de réactions, et notamment la réaction de son propre fils. Je vais vous la montrer. Il a envoyé un petit SMS pendant une émission de télévision. À propos de son père, il dit « C'est consternant, c'est un acteur. Il ferait mieux de tourner des films et de nous offrir une fin de vie à la Clint Eastwood plutôt que de s'improviser politologue. » Alors c'est particulièrement virulent, même si Clint Eastwood est très engagé politiquement. En tout cas, Alain Delon a réagi. Si on a le temps, je vous propose de l'écouter. C'était sur la RTS, la télévision suisse. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec le Front National aujourd'hui? On sort du théâtre. Là, hein. Oui, mais qu'est-ce qui fait que vous avez ressenti ça? En deux mots, et je le dirais très sincèrement, j'ai dit que c'était édifiant, parce que c'est un sentiment, et c'est ce que ressentent les gens, une sorte de ras-le-bol dans tous les domaines. Quand Anthony Delon vous contredit là par SMS en disant que vous feriez mieux faire des films que de vous mener de politique avec le Front National. Tu m'as pas envoyé des SMS, moi? Non, mais à la télévision, vous avez entendu ça? Non, on me l'a effectivement, oui. Alors vous avez une vie de famille assez... Je dirais, il ferait mieux de la fermer. Voilà. Non. Voilà. C'est assez abrupt. Mais en tout cas, le message a dû passer clairement. François Clémenceau. Ils n'ont jamais été très potes, les deux. Non. Oui. La relation père-fils... non, mais au-delà de la famille, c'est...
dans la réaction d'Alain Delon, on sent bien qu'il y a aussi cette même façon de parler, souvent exprimée par des militants du Front National ou des responsables du Front National, c'est-à-dire une sorte d'intolérance où on ne supporte pas la contradiction. Et combien de fois vous avez entendu, dans les localités prises par le Front National, par exemple, face à des adversaires ou à des opposants dans le domaine culturel, qu'il fallait juste la fermer. Bah oui, c'est pas tolérable. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup, Karim. Nous, on se retrouve lundi. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle soirée, très bon week-end. Tout de suite, le journal.